Bon bah, vous savez quoi? Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal n'étaient pas si nuls que ça finalement. Ça y est, j'ai pu voir le dernier Indiana Jones réalisé par James Mangold, made in Disney, avec Harrison Ford qui renfile le chapeau mythique de l'aventurier à 80 balais. Je savais déjà, bien avant la sortie du film, que c'était une très mauvaise idée. C'est comme Michael Keaton qui renfile le costume de Batman à 70 ans, ça n'a aucune crédibilité, c'est juste fait uniquement pour rameuter la vieille fanbase dans les salles de ciné en les prenant pour des moutons. Et c'est bien pour ça que je me suis gardé de payer pour aller voir ça. De toute manière, je ne lâcherai plus un seul centime pour Disney. Il est hors de question que je finance de quelque manière que ce soit cette entreprise diabolique qui détruit tout, à commencer par nos enfants, avec son idéologie démoniaque. Et même si un jour, ils se décident à faire machine arrière, s'ils nous sortent des films normaux et débarrassés de tout wokisme, je ne payerai quand même pas, car ils sont allés bien trop loin et ont fait bien trop de mal. Je ne souhaite maintenant plus qu'une chose, c'est les voir se casser complètement la gueule, qu'aucun de leurs films ne marche, que les parcs d'attractions ferment tous, qu'on les enterre et qu'on n'en entende plus jamais parler. C'est donc que par curiosité, pour savoir de quelle manière ils allaient s'y prendre pour détruire cette légende du cinéma qu'est Indiana Jones, que j'ai voulu le regarder. Et sans surprise, mes prédictions se sont révélées justes. Déjà, les films Indiana Jones appartiennent à une époque très différente de celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire le paradis des années 80. Une époque où les réalisateurs n'avaient pas besoin de faire attention à tout ce qu'ils mettaient dans leurs films, mais également où ils devaient faire attention à ne pas oublier certaines choses. Pas comme aujourd'hui, où s'ils se loupent par rapport à ça, c'est tout de suite immolation, crucifixion en place publique sur l'autel de la bien-pensance, qui cherche la moindre petite occasion de traiter toute personne de nazi, fasciste, sataniste, ogre bouilleur d'enfants, bien que quand on regarde qui est le plus nocif pour les enfants de nos jours, il y en a qui feraient bien de se regarder dans un miroir un peu. Tout ça pour dire qu'Indiana Jones, il faut le laisser où il est, c'est-à-dire dans son époque. Il y est bien, nous c'est là qu'on l'aime, et tenter de le ressusciter pour le mettre dans notre époque faite de barrières, où règne la police matraqueuse de la liberté d'expression, c'est aller droit dans le mur. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, le film était un énième gros bide pour Disney, c'est la seule bonne chose à en tirer. Pourtant, ça ne débute pas trop mal, on se retrouve dans les années 40, à la fin de la guerre, et les 20 premières minutes pourraient nous y faire croire. Même si on est loin, très loin des 3 premiers films, on en retrouve tout de même une petite fibre durant cette course-poursuite dans un train, rempli de nazis très méchants et très cons. Oui, ils ont fait dans l'originalité, en remettant des nazis contre Indy. On le retrouve donc en mode jeune, avec la technique du motion capture pour rajeunir les traits de Harrison Ford. C'est pas mal fait, mais il y a quand même un truc qui fait qu'on voit que ça n'est pas naturel. C'est surtout par rapport aux yeux qui sont trop brillants, avec le regard bizarre. Ensuite, le reste des effets spéciaux, c'est quand même moche, trop numérique, des cascades trop grosses et cartoonesques. Je garde en mémoire le coup de la moto coupé en deux par un arbre. Je pense que dans la réalité, si vous rentrez de plein fouet dans un arbre à cette vitesse avec une moto, votre crâne fera partie intégrante de l'arbre, et la moto fera partie intégrante de votre cul. Et le coup du pont coupé avec le train qui arrive à pleine vitesse, je me suis dit que tout allait exploser, que le train allait s'écraser en bas et avec tous les wagons réduits en miettes. Bah non, ça coupe juste avant et on fait un bond dans le temps pour voir qu'en fait la locomotive est tombée en avant et s'est retrouvée coincée en équilibre entre les deux piliers du pont. Quant aux wagons, ils sont tous restés en place, bien sur les rails, rien n'a bougé. À cette vitesse, tout aurait dû se détacher, dérailler et s'exploser en bas. Vous imaginez un train qui passe de 100 km/h à 0 en une seconde, avec tous les wagons qui restent en place? Moi non, Regardez l'accident de train dans le film Super 8. Une simple bagnole arrive à tout faire dérailler et exploser, mais dans Indiana Jones, non, le train s'arrête tout simplement. Mais malgré ça, cette scène gardait un petit charme des films des années 80, avec le thème musical d'Indiana Jones, qui fait tout de même bien plaisir à entendre. Indy se rapproche beaucoup de celui qu'on aime, avec son charme, ses vannes, même si elles sont moins drôles, et j'avoue que j'étais tout de même tenu en haleine. Par contre, pour le reste du film, on fait un bond dans le temps et on se retrouve en 1969, où on retrouve Indy vieux, fatigué, alcoolique, déprimé, bougon, et qui semble perdu dans cette nouvelle époque qu'il ne comprend pas. Une grosse guenille, quoi. L'aventurier charismatique, dynamique, courageux, malin, optimiste est transformé en vieux croulant dépressif, peureux et même résigné, ringardisé et dépassé par son époque. Bah oui, l'image très masculine d'homme à femme macho qu'il renvoyait dans les vieux films n'est pas vraiment au goût de cette de Kathleen Kennedy, donc après avoir saccagé le personnage de Luke Skywalker, voilà qu'elle s'empresse de saccager celui d'Indiana Jones. Mais y a personne pour la virer celle-là! On se retrouve dans une ville au décor numérique dégueulasse. D'ailleurs tout le film donne l'impression d'être sorti d'un jeu vidéo, c'est pas crédible à un seul instant, impossible de rentrer dedans. On voit Indy à son pot de départ à la retraite, dont tout le monde se fout, il lui offre un cadeau de merde qu'il jette à la poubelle juste après être sorti. Mais pourquoi est-ce que le personnage est traité de cette manière? Comme une sorte de relique reléguée au rang de minable petit prof de fac. Je rappelle qu'il a quand même trouvé l'Arche d'Alliance et le Saint Graal, mais bon apparemment c'était pas des découvertes hyper importantes.
Au mieux, pour ça, ils lui ont filé une augmentation de 5% sur son salaire, avec la garantie qu'il ne se ferait pas décapiter s'il demandait aux élèves féminines de ne pas venir en cours en abaya. Le voilà donc prêt à mettre sa vie de prof aventurier de côté, jusqu'à ce qu'il reçoive la visite de son fils non, pardon. Pour Kathleen Kennedy, il n'était pas possible de mettre deux rôles principaux masculins dans ce film. Rien que d'y penser, ça lui fait de l'urticaire, hein, oulala, ça gratte, vite, appelez Sandrine Rousseau pour empêcher ça. Du coup, son fils grimpeur de liane, qui était interprété par Shia LaBeouf, a été totalement écarté du film. Comment ont-ils fait? Ils l'ont fait mourir à la guerre, bien sûr. Ah, cette bonne vieille guerre. Elle en a sauvé des scénaristes. Hein. Elle a donc sauvé celui d'Indiana Jones, qui a pu présenter un scénario à Kathleen Kennedy, dépourvu de ce cancer qui est le masculinisme, et remplacé par le saint féminisme. En effet, ça a été l'occasion parfaite de le remplacer par une femme, non pardon, une tête à claque avec une choucroute en guise de coiffure dans le rôle de la filleule d'Indy, débarquée comme ça, de nulle part, et qui va bien entendu reléguer notre papy aventurier au second plan, parce que bon, les fossiles has-been, il y en a plein le cul, hein. Place à la jeunesse libérée des carcans patriarcaux. Elle lui est donc là pour lui dire « Mon père avait une moitié de cadran antique fabriqué par Archimède lui-même pour voyager dans le temps. J'ai besoin que tu m'aides à le récupérer au musée, puis à retrouver la deuxième moitié, mais il faut d'abord retrouver une carte qui indique où elle est. » Sauf que les méchants nazis sont de retour pour leur jouer un mauvais tour, et les poursuivre pour les choper avant eux. Et leur motivation est magnifique. Ils veulent revenir en 1939 pour virer Hitler, prendre sa place, et ne pas commettre les erreurs qu'il a commises pour gagner la guerre. Si, je vous jure que c'est vrai, et non, ce n'est pas un enfant de 12 ans qui a écrit le scénario. Au milieu de tout ça, on a le quota, qui ne sert à rien, comme d'habitude. Donc tout le film est une longue course-poursuite de 2 heures molles du genou, où on se fait royalement chier devant des scènes totalement absurdes et illogiques. Pour tout vous avouer, je me suis tellement emmerdé que j'ai dû regarder le film en 3 fois. La première course-poursuite durant le défilé est juste dégueulasse, une putain de bouillie numérique avec des confettis de partout, c'est tellement irréaliste, avec Indy qui sème des voitures à dos de cheval qu'il a volé sans aucun problème à un policier, il se fait encercler, mais évidemment personne ne bouge, et il a le temps de s'enfuir dans le métro avec son cheval bien sûr, puis il se retrouve à marcher dans les rues avec un avis de recherche, un type le reconnaît et se met à gueuler « Il est là, c'est lui !» Et là qui c'est qui débarque de nulle part? Son ami Salah, encore plus vieux que lui, et qui tient à peine debout, mais qui réussit à étaler un mec avec 2 patates dans la gueule. Un personnage ramené là, encore pour le fanservice, mais qui n'a aucune crédibilité. Et là, je ne vous mens pas, mais il révèle à Indy en 20 secondes où s'est enfui sa filleule avec le cadran, uniquement en voyant un article de presse disant qu'elle faisait des ventes clandestines à Tanger. Déjà, qu'est-ce que ça fout dans un article de presse? Mais en plus, pourquoi celle-là l'a gardé avec lui pendant 1 an? Bref, c'est comme ça tout le long du film, il n'y a pas de scénario, juste 3 lignes de dialogue, une course-poursuite, et on se retrouve à un autre endroit, tout se répète en boucle avec des décors sur fond vert horribles. J'ai plus l'impression de voir une suite du film Uncharted qu'un Indiana Jones. Le héros fait d'ailleurs plus peine à voir qu'autre chose, hein. Il n'a plus aucun charme, aucun charisme. À l'époque, on aimait le voir en chier, s'en prendre plein la gueule, mais s'en sortir à chaque fois in extremis. Là, il traîne sa carcasse, il fait empoter, mouligasse, même dans ses vannes qui tombent tout à plat et donne l'impression d'avoir été sorti pour des enfants de 3 ans par Dora l'exploratrice. Vous me direz, c'est normal, hein, Harrison Ford, il a 80 ans, et on ne peut pas lui en demander trop, mais voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas d'un nouvel Indiana Jones. Je savais qu'on ne retrouverait jamais celui de notre jeunesse, même s'il faut le dire, Harrison Ford reste en forme pour son âge. Hein. Mais putain, la course-poursuite en tuk-tuk... Là, ça m'a achevé. Hein. Et c'est derrière ça que j'ai décidé de couper le film une première fois. C'est juste déconcertant de débilité, d'irréalisme, comme si les tuk-tuk roulaient réellement à 100 km/h et il y avait des carrosseries blindées qui résistent à tous les chocs, sans compter Papy qui joue à saute-mouton entre les véhicules, sans toute sa fougue d'antan bien sûr. Hein. En plus, à ce moment-là du film, ils nous ont ajouté un nouveau personnage insupportable en plus de la filleule, le gamin qui fait office de demi-lune du bled, donc dénué de toute la malice et du charme du gamin qui accompagnait Indy dans le temple maudit. Lui, il est nul, puis il est moche en plus. Non mais rase-moi ce putain de duvet, bordel. Puis il y a le personnage d'Antonio Banderas, qui débarque comme un cheveu sur la soupe, lui aussi. Et lui aussi ne sert à rien, il va crever au bout de 20 minutes, comme une merde. D'ailleurs, la scène de la plongée est la pire du film, je pense. Enfin, non. La deuxième pire. On se retrouve donc au milieu de l'océan pour aller explorer l'épave d'une galère romaine qui contiendrait le bidule qui indique l'emplacement de la deuxième partie du cadran d'Archimède. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'elle a déjà été fouillée et qu'ils avaient trouvé plein de Romains morts dedans, ce qui veut dire qu'ils transportaient quelque chose. Et si cette chose n'a pas été trouvée, c'est parce que le bateau est séparé en 2 parties, la deuxième ayant coulé plus profond que la première, qui s'est arrêtée au bord d'une falaise. Les scénaristes veulent donc nous faire croire que ceux qui ont exploré le bateau avant ne se sont pas dit tiens, il doit sûrement y avoir une deuxième moitié du bateau plus bas, étant donné qu'on se rend bien compte qu'on n'est que dans une moitié de bateau et que cette dernière est juste au bord d'une falaise. Est-ce qu'il y a des scénaristes qui ont été engagés sur ce film, bordel? Bon, l'équipe de bras cassés retrouve l'épave en 2 minutes au beau milieu de l'océan et plonge. Ils retrouvent directement la deuxième partie de l'épave qui est remplie de squelettes de soldats romains. Je rappelle juste que cette épave est censée avoir 2000 ans. Celle du Titanic, elle a 100 ans.
mais on n'a retrouvé aucun squelette dedans. Bah oui, entre le sel et les bestioles, tout disparaît forcément. Dans Indiana Jones, non. Il y en a même un qui tient la carte fermement dans ses mains, à tel point que ça explose quand l'autre débile tire dessus, ce qui fait sortir des centaines de murènes qui attaquent tout le monde comme des piranhas. Un nid de murènes. Sans déconner. Là, je vous avoue que j'ai eu un moment d'absence quand même. Puis je me suis dit qu'en fait ça faisait bien 15 minutes qu'on n'avait pas eu de scène d'action. Les scénaristes se sont donc dit merde, les jeunes décérébrés joueurs de Call of Duty et de FIFA vont décrocher, il faut mettre une scène d'action, même si elle est débile et totalement irréaliste. De toute façon ils sont débiles, hein. Ils ne font pas la différence entre une murène et un facehugger. Ils ont même tellement eu peur qu'ils se cassent du cinéma qu'ils les ont rassurés avant la plongée en montrant les murènes nager comme des requins à la surface de l'eau et Antonio Banderas qui dit de faire attention. Hein. En gros ça veut dire vous aurez une scène d'action avec du murène, ne vous en faites pas, restez bien assis surtout. Hein. Bon évidemment ils trouvent la carte qui leur indique que la deuxième partie du cadran est dans la grotte de Dionysos en Sicile. Ils y vont, rentrent dedans sans problème vu que c'est une grotte touristique et pendant 2000 ans d'exploration, personne n'a vu qu'il y avait plein de salles secrètes qui s'ouvraient avec des mécanismes à la Tomb Raider, cachés derrière un pauvre petit mur. Bah non, il fallait savoir que cet éclairage en forme de croissant de lune marquait l'emplacement aussi. Pfff, c'est normal que personne l'ait trouvé. Et là, c'est magnifique. Il trouve le tombeau d'Archimède, mais il n'est même pas scellé par une pierre. Il y a juste un pauvre drap étendu juste dessus. Ils ont juste à l'enlever et tout est là. Le corps, le cadran, tout. Et comme par hasard, les méchants nazis débarquent, capturent tout le monde et décident de prendre l'avion pour voyager dans le temps. On ne sait même pas comment ça fonctionne leur truc, mais ils vont quand même dans une tempête indiquée par le cadran en se disant que la faille temporelle qui se trouve dedans va les ramener pile poil en 1939. Non mais si, je pense que ce film a un scénariste en fait, et il faut le virer. Bon évidemment ça ne marche pas, et là c'est la pire scène du film. Il se retrouve 2000 ans en arrière, en plein siège de Syracuse. Ah bah là effectivement les calculs n'étaient pas très bons, hein. Mais qui sont cons ces nazis, tellement cons que leur premier réflexe est de tirer sur les bateaux romains. Du coup ils se font embrocher par plein de lances romaines, parce que c'est bien connu hein, que les lances à l'époque étaient bien plus précises qu'un fusil sniper moderne. Moi dans Battlefield, je galère comme un con à toucher les avions avec mon fusil, alors qu'une baliste ferait bien mieux l'affaire apparemment. Et évidemment l'avion se crache, et heureusement le gamin les avait suivis depuis le début avec un autre avion, en apprenant à piloter en 10 secondes. Putain, j'arrive pas à croire ce que je viens de décrire. Les cerveaux de chez Disney sont vraiment atrophiés et malades pour pondre des scénarios aussi débiles. Dites-vous que des gens se sont levés un matin, avec cette histoire en tête, hein, et se sont dit que ça ferait un scénario parfait pour un film au budget de 300 millions de dollars. Une preuve que notre société est bien malade quand même. Je ne sais pas comment interpréter la fin, où on voit Indy qui prend son chapeau au tout dernier plan. Est-ce qu'ils vont en faire un autre? Par pitié, non, hein. Laissez ce pauvre aventurier tranquille. Ce film me fait donc apprécier le 4e volet, qui m'a extrêmement déçu à sa sortie. C'est dire l'époque minable dans laquelle on vit, hein. D'accord, il était moins bon que les 3 premiers, mais il y avait tout de même Spielberg à la réalisation, et ça se ressent. Il avait de bonnes idées de mise en scène, et Indy, il avait son combat contre le gros costaud. Là, il y a effectivement un gros costaud, un très gros costaud même. Ils auraient pu faire un combat épique entre lui et Indy, qui l'aurait fait passer à travers les hélices d'un avion ou broyer sous un rouleau. Mais non, c'est le gamin qui le tue, en tombant à l'eau menotté avec lui, qui se débrouille pour l'attacher sous l'eau. Je m'attendais à ce qu'il réapparaisse en ayant réussi à arracher la grille et en la traînant avec lui, mais non, on ne le voit plus jamais de tout le film. Minable, je vous dis. Minable. Même Mads Mikkelsen, qui est un acteur que j'adore, il est nul à chier. Le gros cliché du méchant nazi avec les petites lunettes rondes et l'accent allemand, c'est du réchauffé, en plus d'être du gros cliché. Ils ont réussi à me décevoir de Mads Mikkelsen, putain. Disney est donc coupable d'un nouveau saccage. Encore un après Star Wars, la petite sirène, Pinocchio, le Roi Lion. Le prochain, ce sera Blanche-Neige, hein, plus besoin d'en douter maintenant. En tout cas, ce film a moins un mérite, c'est de m'avoir donné envie de revoir les 3 premiers, surtout le Temple Maudit, qui est mon préféré. C'est juste triste pour Harrison Ford, qui ne méritait pas une telle fin de carrière, car je considère toujours qu'il s'agit d'un grand acteur, que je porte énormément dans mon cœur, car il m'a fait rêver dans toute mon enfance. Voilà pour cette critique de cette bouse d'Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Dites-moi vos avis en commentaire, likez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!